Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le QG Politique, le nouveau rendez-vous de Télé Grenoble. 40 minutes en tête-à-tête avec ces élus du territoire dont les décisions impactent directement sur notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Éric Piolle, bonjour. Bonjour. Maire de Grenoble, maire écologiste de Grenoble, réélu en juin 2020 pour un deuxième mandat. Vous aviez laissé entendre à l'époque, pendant la campagne, que ce serait votre dernier. C'est toujours votre état d'esprit ? Je l'avais laissé entendre avant Bien 2014. oui. Avant 2014. Vous en feriez deux si jamais vous aviez l'occasion de les faire. Voilà. Parce que, on n'en est pas du tout là, mais je pense que la vie politique, je suis opposé au cumul des mandats simultanés. Et je l'ai montré en démissionnant de mon mandat de conseiller régional en 2014. Et également, le cumul dans le temps ne me semble pas une bonne chose. Il y a plein de façons de servir l'intérêt général. Alors vous avez été candidat à la candidature pour la présidentielle chez les écologistes, candidat malheureux. Après votre élimination, vous avez écrit qu'il ne vous avait pas fallu plus de 2 minutes pour digérer votre défaite. Ça veut dire que vous n'y teniez pas plus que ça à cette mission ? Ah si, je m'étais préparé, j'y tenais, évidemment. C'est sûr que c'est très décevant quand on finit comme ça à 4 quarts dans un mouchoir de poche. Il y avait 4 candidats qui ont fait à peu près un quart des voix chacun. C'est évidemment pas ce que j'espérais. Et je me suis effectivement tout de suite projeté vers la suite. Comment être utile ? D'abord, c'est une campagne extrêmement riche. J'ai fait 75 déplacements partout en France. Donc c'est aussi sentir les insécurités, les aspirations des Françaises et des Français. J'ai construit un réseau qui va de Quimper à Strasbourg, de Marseille à Hénin-Beaumont, partout en France. Et ça, c'est extrêmement riche en termes de rencontres, en termes de structuration politique aussi. Nous avons fait des propositions concrètes. Ce plan, comment transformer nos problèmes en emploi, créer 1,5 million d'emplois en baissant nos gaz à effet de serre, arriver à la neutralité carbone en 2045. Tout ça, c'est très précis, ça a été construit et je suis très fier de ce travail. Et je le mets évidemment au cœur de la campagne présidentielle, qui est une campagne qui doit pouvoir être à la hauteur des défis sociaux et climatiques du pays. Ça veut dire que vous aurez un rôle aux côtés d'Yannick Jadot, qui est le candidat écologiste dans cette Oui, présidentielle. je suis conseiller spécial en charge de la grande coalition écologiste. Pourquoi cette grande coalition ? Parce que nous avons besoin d'avancer ensemble, la société civile, la sphère politique, le monde du travail. On voit que tout ça s'agence. Vous l'avez vu là hier avec la décision du tribunal administratif de Paris qui a condamné l'État à rattraper le budget carbone qui a été surdépensé ces dernières années. Donc cette mobilisation pour la justice climatique et cette mobilisation pour des projets qui donnent du sens à nos actions concrètes, du sens qui connectent notre vie quotidienne à nos aspirations, qui résolvent nos problèmes majeurs et nos problèmes sociaux majeurs et qui protègent le climat et la biodiversité, c'est au cœur de l'enjeu. Et donc c'est au cœur de la campagne, parler de ces vrais sujets qui occupent notre vie quotidienne. Et ça sera au cœur, si nous gagnons, ça sera au cœur du mandat, parce qu'on ne peut pas changer la société sur ses fondamentaux en ne le faisant que depuis la sphère politique. Il faut cette alliance monde du travail, société civile et sphère politique. Aujourd'hui, ce ne sont pas les sujets qui sont les plus évoqués par les candidats potentiels de cette campagne primaire. On est sur l'immigration, on est sur la sécurité, j'ai envie de dire comme d'habitude. Oui, même plutôt pire que d'habitude. Il y a une sorte de montée de cette espèce de populisme et des questions identitaires. C'est notre travail, c'est d'ailleurs aussi le travail des médias, de parler des sujets qui sont au cœur de nos vies. Et les sujets qui sont au cœur de nos vies, c'est les questions de climat, c'est les questions d'émancipation, de comment je vais pouvoir construire ma vie, comment mes enfants pourront construire leur vie, comment ça va être dans la justice, comment je pourrais amener une contribution, comment je pourrais être reconnu pour cette contribution. C'est ça qui est majeur. Vous savez que l'environnement reste toujours au sommet des préoccupations des Françaises et des Français. Après, il y a des sujets qui s'intercalent en fonction de l'actualité et du débat public, mais l'environnement reste toujours. Et ce qui est frappant, c'est que ça n'occupe pourtant qu'entre 1 et 3% de l'espace médiatique. Donc ce qui est essentiel pour notre vie déjà, là, on le voit avec les inondations, les grêles, les vagues de chaleur, ce qui est essentiel pour notre avenir, eh bien, ça occupe que 1 à 3% de nos débats. À nous, médias et hommes politiques et femmes politiques, de porter ce sujet beaucoup plus fort. Parmi les propositions que vous portiez, vous avez déjà fait le tri avec Yannick Jadot par rapport à celles qui
qu'il portera, lui, on va dire, sur son nom propre. On vous voit là avec lui, alors ça date un peu, c'était en 2014, lors de la précédente, enfin en 2016, pardon, lors de la précédente élection présidentielle, juste avant qu'il se désiste au profit du candidat socialiste. Voilà, est-ce que vous êtes mis d'accord tous les deux? Parce qu'il y a aussi Sandrine Rousseau qui fait partie de ce collectif. Et on avait vu pendant la primaire que vous aviez pas forcément des thématiques très intéressantes aussi. On est plutôt proches. Hein, et les thématiques sur les questions de discrimination et de lutte pour l'égalité, et évidemment les questions féministes sont au cœur de nos préoccupations. Donc il y a une proximité. Yannick a repris dans notre deux tours l'ISF climatique. Je crois que nous devons attaquer la rente, hein, parce que les rentes financières aujourd'hui détruisent l'environnement, détruisent les liens sociaux, participent à cette délocalisation, participent à cette déshumanisation du monde. Hein, donc plus de liens, moins de biens, ça passe par attaquer ces situations de rente. Et puis, parmi ces 144 propositions que nous avons faites très concrètes pour l'alimentation, vous avez vu que Emmanuel Macron veut remplacer les agriculteurs par des drones. Nous voulons remettre de l'humain, remettre des emplois, respecter la terre, respecter la condition animale. Dans nos moyens de production aussi, comment nous répartissons la valeur ajoutée qui est créée, ce que nous produisons, cette relocalisation qui redevient à la mode, hein, alors que tous ces chantres de droite et du néolibéralisme nous ont vanté la mondialisation et les délocalisations comme l'avenir d'une France sans usine. C'était ça le leitmotiv de ceux qui viennent nous chanter aujourd'hui la relocalisation. Donc moi qui viens de l'industrie, tout ça me parle et ça va se faire petit à petit. Alors pour mettre en place cette vision de la société que vous défendez, il faut gagner ces élections. Ouais. Pour l'instant, j'ai envie de dire que ce n'est pas gagné. Les sondages se suivent et se ressemblent. Aucun candidat de gauche, par exemple, n'apparaît dans le top 4. Est-ce que vous êtes d'accord que sans une union avant le premier tour entre les principaux candidats de gauche, il n'y a aucune chance de l'emporter ? D'abord, il faut créer une dynamique autour du projet écologiste. C'est ça qui est frappant. Elle saute pas aux yeux pour l'instant. Voilà, ce qui est nécessaire, c'est d'installer cette dynamique-là, parce que les questions de justice sociale, des questions de comment le dérèglement climatique pèse déjà sur nos vies, sur nos logements, hein, comment ça va être de plus en plus dur de vivre dans des logements surchauffés l'été et froids l'hiver, sur l'alimentation, sur notre santé aussi. C'est ça que nous devons installer. Donc prenons ce temps d'installer ce débat sur le terrain de ce qui est important pour les Françaises et les Français. Et puis nous verrons cela après. Bien malin qui peut faire l'ombre d'une prédiction, hein, dans cette campagne présidentielle. Il peut se passer tellement de choses. Vous avez vu, il y a maintenant 2 candidats d'extrême droite. Il y a la pagaille à droite. Il y a la Macronie qui ne sait pas en fait où elle doit bouger, mais qui clairement fait le choix de la Startup Nation, de la France technoscientiste, et qui écarte les territoires, qui rompt avec son histoire. C'est la France d'Amazon. Et de la 5G, je ne suis pas sûr que ce soit ça des attentes des Françaises et des Français. Donc installons ce discours et nous verrons dans quelques semaines ou dans quelques mois. Oui, bon, en tout cas, prédire un rapprochement entre Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon, ça paraît quand même aujourd'hui assez utopique. On verra. Même s'il y a des discussions qui, comme vous le dites, vont se mettre en place. Anne Hidalgo, vous avez soutenu pendant la campagne des municipales. Vous étiez assez proche de la maire de Paris à cette époque. Est-ce que vous avez gardé ce lien particulier avec elle Avec tout le monde. Je discute avec tout le monde sur l'ensemble du spectre politique. C'est une force, c'est ce que nous avons fait à Grenoble. C'est ce qui permet de regarder et de s'unir derrière des projets. Et donc, effectivement, elle m'avait soutenu, mais Jean-Luc Mélenchon m'avait soutenu aussi. Vous voyez, il y avait un arc très, très large qui avait soutenu cette démarche grenobloise qui est très spécifique et qui a encore gagné, d'ailleurs, sur le territoire, hein, les élections lors des dernières échéances. Bon, j'ai plongé dans les archives qui ne sont pas très anciens. Hein. Mai 2001, les écologistes ont un avenir aussi longtemps qu'on ne les voit pas à l'œuvre. Ça, c'était signé Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas vraiment un soutien affiché. Je ne sais pas si vous visez spécialement, mais... la preuve que non, puisqu'ils nous ont re-soutenus en 2020. Et ça, c'était en 2021, la déclaration et que ça fonctionne. Après qu'il y ait de la concurrence aujourd'hui de positionnement, et il faut que chacun fasse son chemin. Et ce qui est sûr, c'est que la recomposition du 21e siècle politique, elle se fait autour de l'écologie politique. Donc, il faudra que... Il se rallie, on va dire, au candidat Jadot pour que ça fonctionne selon vous. On verra. Il faut d'abord respecter les démarches de chacun.
Très bien. Bon, on verra. On a encore effectivement quelques semaines intéressantes à suivre au niveau national. Le jour de la désignation du candidat écologiste à la présidentielle, donc c'était le 28 septembre, vous avez appris votre renvoi en correctionnel pour des soupçons de favoritisme dans l'attribution d'un marché public concernant la fête des Tuiles. C'était au début de votre premier mandat de maire. Ça aurait fait un sacré lancement de campagne si vous aviez été choisi en tant qu'élu écologiste. C'est un hasard du calendrier selon vous ? Oui, la justice suit son cours. Alors c'est vrai que 6 ans plus tard, sur un litige technique, il y a 2 procédures de marché public. Vous le savez, une pour les achats de prestations culturelles et artistiques, une pour le reste, pour acheter des tables, des chaises, mais aussi des bâtiments. Donc il y a un litige technique, voilà, il faut qu'il se règle. Et sur le calendrier, moi j'ai confiance dans le fait que le calendrier de la justice suit son cours. Il est indépendant de la vie politique. Et pour ceux qui en seraient inquiets, parce qu'effectivement, ça aurait pu faire un petit clash, le calendrier, ça aurait fait un clash à mon avis, assez déroutant et un buzz assez fort. Je proposais, dans mes propositions présidentielles, un référendum dès l'arrivée à l'Élysée pour séparer la nomination des procureurs du ministre de la Justice et que donc, ainsi, il n'y ait plus cette courroie qui peut entraîner des questions. Mais en vrai, la justice fonctionne normalement et je pense que c'est important que les élus soient des justiciables comme monsieur et madame tout le monde. On peut juste noter qu'ils sont de plus en plus mis en cause pour des problèmes souvent techniques, comme celui-là. Ça a été le cas là de la maire de Nantes, de la maire de Biot suite à des inondations, à Nantes suite au tragique accident qui a coûté la vie à Steve. Voilà, il faut assumer les responsabilités. Moi, ça m'a jamais fait peur, puisque en tant que patron d'organisation, c'est bien normal. C'est le cas aussi dans le privé. Les élus sont exposés, on le sait. Le procès aura lieu le 1er mars 2022. Vous le redoutez en cas de condamnation? Est-ce que vous avez envisagé éventuellement il y a un litige, surtout que là, le travail a été effectué, personne n'a été surpayé, enfin, il n'y a rien, voilà, c'est vraiment un débat technique. Donc c'est normal que si vous mettez à la place du procureur, vous faites quoi? Parce qu'il aurait classé l'affaire, tout le monde, vous parlez du calendrier, mais il aurait classé l'affaire, tout le monde aurait dit, ah ben voilà, parce qu'il est candidat à la présidentielle, du coup il est protégé par la justice. Donc voilà, je trouve que c'est bien que ce soit du coup un débat contradictoire devant le tribunal et nous porterons la voix de la ville. Alors, depuis quelques semaines, vous êtes de retour, on va dire, à 100% aux affaires grenobloises, sans mauvais jeu de mots. Dans quel état d'esprit vous êtes revenu, on va dire, à la manœuvre sur le territoire? Je n'ai jamais lâché. Oui, mais vous n'y étiez pas, on va dire, mais alors, à 100%. Depuis le 30 juin, j'ai fait énormément de déplacements. Voilà, c'est que jusqu'au mois de juin, je me déplaçais tous les week-ends. Et à partir du 30 juin, je me suis déplacé énormément, évidemment, mais en continuant ce lien avec les élus et puis aussi avec le cabinet, avec l'administration. Donc, voilà, j'y passe plus de temps. C'est aussi un temps qui permet d'avoir la joie de retrouver physiquement l'équipe que j'ai conduite en 2020 et c'est plutôt riche aussi humainement. Bon, je faisais allusion à une autre petite phrase, celle-là, elle est de vous. Elle date du 25 septembre, en tout cas, elle a été publiée dans la presse le 25. Sur les déplacements et la qualité de l'air, le Conseil métropolitain est assez statique. Vous faites partie de cette majorité au Conseil métropolitain. Vous la regrettez, cette petite phrase qui a un peu marqué, on va dire, votre rentrée sur le plan local? Ce qui est important, c'est de ne pas aborder les choses avec un regard politicien là-dessus. D'abord, d'où nous partons? Oui, mais vous savez forcément qu'une phrase comme ça va être interprétée. D'où nous partons? Nous partons du choix des habitants de Grenoble, mais aussi de l'ensemble de la métropole. Et vous avez vu lors des élections régionales que la liste conduite par Fabienne Grébert, la liste écologiste, est très largement en tête de l'arc humaniste et est à touche-touche avec le candidat LR. Donc ce qu'on peut voir à l'échelle des 49 communes de la métropole, c'est que les écologistes sont en tête dans 42 des 49 communes, 42 des 49 communes, et que cet arc humaniste, il est choisi par les habitants. Il l'a été en 2020, mais il a été à nouveau en 2021 lors des élections régionales et d'ailleurs très largement lors des élections départementales aussi sur notre territoire. Donc il y a là cette exigence, c'est quoi? C'est une exigence pour le climat, et donc il nous faut conduire des politiques qui soient au service des habitantes et des habitants et respectueux de leurs choix.
Donc ça veut dire que dans notre métropole aujourd'hui, qui a cette majorité, qui reste une majorité politique, solide en termes de nombre d'élus, il faut trouver des politiques publiques qui correspondent à ce projet, qui soient respectueux de la décision, même si Christophe Ferrari était d'accord avec moi là-dessus, nous sommes exprimés tout au long du dernier mandat. Évidemment, ce que nous souhaitons, c'est un scrutin direct pour la métropole, pour que les habitants puissent choisir leur projet politique directement à l'échelle métropolitaine. Et donc là-dessus, le président Ferrari et moi-même, nous sommes toujours exprimés de façon continue là-dessus. Ça n'est pas le cas, ça fait d'autres configurations, mais ça n'empêche pas que l'intérêt pour les politiques publiques, il est là, et nous devons conduire ces politiques publiques sur le vélo, sur les déplacements, sur l'air, et que c'est au service de cela, au service des habitants du territoire que nous agissons. Bon, j'ai l'impression que vous mettez quand même plus de temps à digérer la défaite à la présidence de la métropole qui a eu lieu en juillet 2020 que la défaite à la présidentielle. Non, ça y est, voilà, c'est fait, c'est comme ça. Il y a évidemment cette déconnexion parce que ce n'est pas une défaite devant les électrices et les électeurs. Vous l'avez vu lors des élections cantonales. Quand c'est devant les électrices et les électeurs, les choix sont très clairs. Donc c'est comme ça nous donne un cadre de travail et nous sommes au service du territoire dans ce cadre de travail. Il faut que ce cadre de travail soit respectueux évidemment de la démocratie, du choix qui ont été faits par les habitantes et les habitants et de la configuration politique qui est démocratique aussi au sein du Conseil. Et donc on trouve les bons objets pour avancer. Donc on va être dans cette logique-là. Il faut que ça se traduise concrètement dans les budgets, dans les politiques publiques, sur le logement social, sur l'air, sur les déplacements, sur l'espace public. Nous avons lancé énormément de choses dans le mandat précédent. C'est ça qui nous a permis d'être capitale verte européenne. Donc ce travail que nous faisons d'ailleurs avec la métropole autour de ce projet-là, ça permet de fédérer tout le monde. Les acteurs économiques, les acteurs culturels, sportifs, les institutions, le monde académique. On se met tous ensemble derrière un projet commun. De façon institutionnelle, c'est transpartisan parce que tout le monde bouge. Le département est évidemment à fond derrière, les territoires autour aussi. La métropole et la ville marchent main dans la main. Nous allons accueillir la ministre de la Transition écologique très bientôt. Donc tout ça est plutôt porteur d'une ambition. Donc vous tendez, on va dire, la main à Christophe Ferrari. La guéguerre, c'est fini. Il n'y a pas de guéguerre. Je veux dire, il a gagné en juillet dernier. Donc derrière, on a créé un exécutif. En 2020. En 2020, oui, ça fait 18 mois. Et il faut travailler dans ce cadre-là. Ce n'est pas forcément l'analyse de tout le monde. Après, ça ne veut pas dire qu'il y aura un accord politique sur tout. Je veux dire, l'ambition, on est tendu entre les choix qui ont été faits par les électrices et les électeurs qui sont très clairs et qui ont été réaffirmés en 2021. Lors des élections régionales et départementales, et la configuration du scrutin, qui est légitime aujourd'hui, mais qui fait que ce n'est pas directement les habitantes et les habitants, les électrices et les électeurs qui choisissent la configuration métropolitaine. Et ça, c'est la vie démocratique. C'est pour ça aussi qu'on a l'impression, en tant qu'observateur, que ce problème est un peu insoluble. Vous avez la légitimité des urnes. Christophe Ferrari a la légitimité d'avoir été élu président. C'est une légitimité pleine et entière. Avec et donc, ce que vous lui les deux sont deux légitimités pleines et entières. Avec ce que vous lui reprochez des voix de LREM et de droite en juillet. Mais ça, c'est derrière. C'est fait, donc on n'est pas resté là-dessus. Vous dites ça, mais c'est vrai qu'on voit assez régulièrement la ville qui s'oppose à la métropole sur des fois des dossiers assez anecdotique. Je vais prendre l'exemple du pont Esclanglon dont on a parlé au mois de septembre. C'est un pont qui avait été coupé à la circulation automobile pour des travaux par la métropole, qui a la compétence voirie, c'était cet été. Elle a voulu le réouvrir en septembre et la ville a pris un arrêté municipal pour interdire la circulation sur ce pont, pour y faire passer des cyclistes, mais sans vraiment de concertation avec la métropole. Oui, parce qu'à l'issue des travaux, comme les travaux continuent sur le pont du Vercors, il y a des risques de mise en sécurité. Et comme il y a très peu de voitures qui passent dans ce sens-là, effectivement, c'était pertinent de pouvoir offrir une solution sécurisée pour les vélos. Donc voilà, on a repris les discussions pour voir où faire passer les vélos de façon sécurisée. Nous discutons également en ville de Grenoble et ville de Fontaine pour voir comment se fait le maillage entre Fontaine et Grenoble pour les vélos. Nous avons besoin d'avancer. Vous savez que nous avons été choisis depuis 2 ans. Nous sommes la capitale du vélo en France. Nous avons eu une première délibération cadre au sein du Conseil métropolitain sur le vélo en juillet dernier. C'est une première étape importante, mais c'est 2 fois moins en termes de budget par habitant, 2 fois moins que Paris, Nantes ou Lyon. C'est 4 fois moins que notre autre ville, capitale du vélo, Strasbourg, qui était jusqu'à il y a 2 ans. Et donc, on voit bien qu'il va falloir augmenter cette ambition. Le côté statique de il va falloir
augmenter notre ambition, évidemment, sur les politiques cyclables, qui sont bonnes pour la santé, je le rappelle, hein, que ce soit notre santé physique et nos risques d'accidents cardiovasculaires, qui sont bons pour l'obésité, qui sont bons pour le climat, qui sont bons pour la pollution de l'air, qui sont des vraies politiques sociales, parce que c'est le mode de déplacement qui coûte le moins cher, qui sont le mode de déplacement le plus adapté pour nous, qui change aussi l'espace public, donc qui vitalise les commerces, qui apaise. Donc évidemment, nous devons conserver une grande ambition pour les politiques cyclables, même qu'il y a plein d'autres façons de se déplacer. Quitte à forcer la main un peu de la métropole. En l'occurrence, là, c'est le syndicat de mobilité. Oui, ou le SMAG. Donc, voilà, il faut qu'à l'échelle du syndicat de mobilité, on arrive à faire les connexions qui vont bien. Et ça ne se limite pas à Grenoble, c'est bien à l'échelle du territoire que ces connexions vélo sont importantes. Alors, puisqu'on parle de déplacement, il y a une concertation publique qui a démarré début octobre, qui se terminera le 1er décembre pour le projet de téléphérique urbain. C'est comme ça qu'on appelle ce qu'on nommait avant le métro câble entre Saint-Martin-le-Vinoux et Fontaine, justement. Alors, c'est un projet qui ne fait pas l'unanimité. La commune de Sassenage, par exemple, n'en veut pas. Et le président du département, Jean-Pierre Barbier, qui pourrait être amené à le financer, à faire partie des financeurs, est également très sceptique sur son utilité. On l'écoute sur ce même plateau il y a quelques semaines. Non pas que je sois contre le câble, mais ce projet, d'ailleurs, je l'ai toujours dit très clairement, et c'est aussi une marque de fabrique, hein, c'est de dire les choses très clairement. Le problème de l'entrée dans Grenoble est un problème nord-sud. La Cluse de Vorep, la circulation, elle est nord-sud. On nous propose un câble est-ouest, je ne vois pas ce qu'on va résoudre. Je ne vois pas ce qu'on va résoudre. C'est un investissement qui est très coûteux, hein, c'est 60 à 70 millions d'euros. J'entends que le SMAG a des projets qui me paraissent intéressants comme un RER métropolitain. On ne pourra pas tout faire. Voilà. Quelle est votre position, vous, Éric Piolle, sur ce dossier ? C'est un projet que vous aviez porté. Je regarde ça avec, évidemment, l'enjeu très fort qui est l'enjeu de la presqu'île. Sur la presqu'île, il y a maintenant des milliers d'habitantes et d'habitants et il y a surtout une activité scientifique et économique colossale. Et donc, ce monde économique de la presqu'île, il a besoin de modes de déplacement qui correspondent à cette augmentation d'activité. Les gens ils ne vont pas forcément à Saint-Martin-le-Vinoux ou à Fontaine. Ces gens-là, ils vont plutôt vers Grenoble. La question, c'est aujourd'hui... Le transport urbain par câble est une des solutions. Il y a d'autres, hein, ça vient dans un maillage complet. Nous avons besoin d'une chrono-vélo, donc bidirectionnel, qui aille jusque-là. Nous avons besoin du bus à haut niveau de service qui a été retardé, mais qui, là aussi, nous avons besoin de cela et qui vient du Grésivaudan, qui aille jusqu'à la presqu'île. Nous avons besoin de la connexion, de la passerelle pour aller vers le quartier de l'Esplanade et Saint-Martin-le-Vinoux. Bref, nous avons besoin d'un maillage de transport là-dessus et le transport par câble est un projet important qui est à l'échelle de 4 communes. Donc il faut que cette concertation se fasse. Il reste encore plusieurs étapes à franchir. Mais regardons le besoin. Moi, je regarde le besoin. Le besoin, c'est que les entreprises, les labos, tout le monde scientifique et les habitants de la presqu'île ont besoin de modes de déplacement qui ne passent pas par le cœur de l'étoile grenobloise. Parce que nous, avec nos vallées, c'est vrai qu'on est embouteillés. Et traverser le Drac, la presqu'île, l'Isère, c'est très complexe. Et si on veut le faire, ça ne peut se faire que par le transport par câble. Si ces gens-là habitent sur Grenoble, ils ne vont pas, pour le plaisir, passer par le câble de Fontaine pour entrer chez eux. Non, mais il y a des connexions qui arrivent de partout, en fait. Hein. Le but, c'est comment éviter que tout le monde s'engorge juste dans l'hypercentre de Grenoble, en étoile, pour repartir partout. Voilà. Vous n'avez aucun doute, vous, sur la pertinence de ce projet? Vous le portez il y a encore des étapes à franchir. Il faut que la concertation se fasse. Donc, avançons sur ces étapes. Écoutons ce que donne la concertation. Je pense que vous avez remarqué que la DTC, Se déplacer autrement, qui est une association qui milite pourtant pour le développement des transports en commun, qui est assez proche de vos positions, a demandé l'abandon du projet cet été, estimant que justement la fréquentation serait trop faible. Ce n'est pas déjà un indicateur? On verra, parce que de l'autre côté, on a aussi l'ensemble des entreprises de la presqu'île et des labos et du CEA qui, eux, sont à fond pour. Donc, il faut que les étapes de concertation sur un projet qui est un projet important de cette ampleur, que les étapes se fassent et c'est ça qui donne le résultat final. Alors, puisqu'on parle du SMAG, qui est le syndicat qui gère les mobilités sur l'agglomération grenobloise, qui est directement lié à la métropole, il va élire son nouveau président dans quelques jours, jeudi prochain, puisque à la suite des élections départementales, il y a des nouveaux membres qui sont rentrés, donc il y aura une nouvelle élection. Aujourd'hui, c'est Sylvain Laval, le maire de Saint-Martin-le-Vinoux, justement, qui est président. Vous souhaitez qu'il soit réélu au cours de... Je ne souhaite rien, mais il va être réélu.
C'est pas un nouveau président, là, c'est juste dans des élections intermédiaires, on change des représentants, ça ne change pas la configuration globale du syndicat de mobilité. Donc, voilà, ça va se faire. Bon, je vous interroge là-dessus parce que en 2020, vos représentants, qui faisaient partie de votre famille politique, ont refusé les vice-présidences qui leur étaient proposées au SMAG. Elles sont toujours vides d'ailleurs, ces vice-présidences. Ça va changer. Vous parliez de laisser les anciens conflits derrière. Ce qui est important, c'est de regarder quelles sont les politiques qui sont menées. Voilà, donc, le syndicat de mobilité, il doit, sur l'ambition, sur la pollution de l'air, sur l'ambition, sur le développement des transports en commun, sur l'ambition sur le vélo, il est attendu. Voilà. Tous les habitants du territoire ont donné un message extrêmement clair. Et en l'occurrence, lors des élections cantonales, là aussi, le président du syndicat de mobilité qui était candidat, il a pu voir que face aux électrices et électeurs, c'était 18%, 30 points derrière les candidats écologistes. Donc la dimension démocratique, on sait ce qu'il en est. Les élections, je le redis, aux élections régionales, les écologistes sont en tête dans 42 des 49 communes de la métropole dans cet arc humaniste. Donc là, il n'y a pas de débat sur ce que souhaitent les habitantes et les habitants. La question, c'est comment on connecte ça avec l'échiquier politique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les politiques publiques. Le reste, je n'ai aucun doute sur le fait que M. Laval va être réélu président du SMAG. C'est une élection intermédiaire. On n'est pas dans un changement de configuration majeur. Oui, mais donc, le fait d'accepter ou pas d'être dans les... Mais pour l'instant, je ne sais même pas s'il y a un débat. Je ne suis pas dans le syndicat de mobilité, moi. Donc, je ne sais même pas qu'est-ce qui est proposé. Et ce qui est important, ce qui m'intéresse, c'est les politiques publiques. On s'en fout des postes, en fait. Oui, mais il y a un message derrière. Ça veut dire que pour l'instant, vous ne cautionnez pas la politique qui est menée par le SMAG. Pour l'instant, on peut voir que on n'est pas, je le disais tout à l'heure, notre budget sur la délibération vélo, c'est le budget par habitant, c'est 4 fois moins que la ville de Strasbourg. C'est 2 fois moins que Paris, Nantes ou Lyon. Donc, est-ce que l'histoire de notre territoire et est-ce que le choix qui ont été fait par encore une fois, le choix démocratique qui a été fait par les électrices et les électeurs, il est très clair sur le sujet. Les questions climatiques, les questions sociales sont au cœur du sujet. La politique vélo est au cœur de la question sociale, est au cœur de la politique climatique, est au cœur d'une politique d'aménagement urbain dont nous avons besoin. Donc ils n'en font pas assez, pour vous? Les chiffres sont là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été posé, il faut revenir dessus pour augmenter l'ambition. Vous parliez de la politique vélo, il y avait aussi la gratuité des transports qui faisait partie de la proposition en 2014, en 2020, qui est visiblement... Ce n'est pas la gratuité totale que nous proposions. Le week-end, et puis pour certains publics. Le week-end, effectivement, parce que dynamisme du commerce un peu partout, parce que accès à la culture, parce que accès aux loisirs, parce que accès à la montagne, donc c'est un élément démocratique qui est fort et qui ne coûte pas cher. C'est ça qui est intéressant. Nous avions proposé dans le mandat précédent la gratuité pour les 18-25. Ça coûtait à peu près le même prix. On a vu qu'il y avait un déblocage parce que conflit de génération pour certaines formations politiques qui ne voulaient pas envoyer ce signal-là. Nous avions choisi ça parce que c'est sur les jeunes que pèse le plus le coût des mobilités. Ça représente une énorme part de leurs revenus. Donc c'est un élément pour moi de liberté qu'ils puissent se déplacer comme ils veulent. OK, on a dit il n'y a pas de consensus politique, on change. On va plutôt faire le week-end parce que ça permet, et puis les plus précaires, parce que ça permet vraiment, là, c'est normalement consensuel. Et d'ailleurs, ça se met en place dans plein de villes. Oui, mais et ça ne demande pas d'investissement supplémentaire, puisque le week-end, l'infrastructure, et notamment le nombre de tramways, de bus, de rails, etc., est moins utilisé que pendant la semaine. Donc le coût est en fait, c'est des moyens de personnel supplémentaires. Donc là, c'est des créations d'emplois. Donc voilà notre proposition. Pour l'instant, je constate que ça ne perce pas sur Grenoble, que pourtant ça bouge à Montpellier, dans des villes socialistes, à Nantes, dans des villes de droite aussi. Bon, voilà, on sait que la tendance sur les déplacements va être d'avoir de plus en plus de secteurs où c'est le contribuable qui vient financer. Pour aujourd'hui, le contribuable, il surfinance la route. Et donc le contribuable, petit à petit, va réorienter par décision politique ce surfinancement de la route vers surfinancement d'un peu plus de financement, de rééquilibrage en faveur des transports en commun. Voilà, ça veut dire que pour l'usager, il aura de plus en plus d'intérêt à ne pas trop utiliser sa voiture avec en plus les questions de prix du pétrole et de prix de l'énergie en général, et plus utiliser les transports en commun et le vélo et la marche à pied.
Bon, si je décrypte ce que vous dites, on n'est pas prêt de voir des élus écologistes prendre une vice-présidence au SMAG. Le reste, l'important, c'est les politiques publiques. Je veux dire, on n'est pas là. Je veux dire, il y a un moment, c'est qui conduit, donc quel est le projet et quelle est la politique publique. Et je pense que c'est important d'en parler également au Conseil métropolitain parce que là aussi, nous avions un cap et que vous avez bien noté qu'on n'avait pas changé de président et que le président Ferrari qui portait ce cap-là, ça a été inscrit dans notre plan de déplacement urbain. C'est-à-dire que nos textes, aujourd'hui, les textes qu'on a votés tous ensemble pour le territoire, inscrivent des choses. Donc si on pouvait mettre en œuvre ce qu'on a voté, ça serait pas mal. Allez, un sujet moins polémique, enfin j'espère, avec le dossier Grenoble, capitale verte européenne en 2022. On va d'ailleurs découvrir quelques images du clip qui tourne depuis quelques jours pour lancer cette candidature. Comment ça se présente d'ailleurs cette année 2022 pour la ville de Grenoble ? C'est très chouette, ça va être une année de visibilité extraordinaire. On attend, je crois, plus de 400 délégations étrangères. Visibilité aussi pour l'ensemble des acteurs du territoire. Qu'est-ce qui est important là-dedans ? Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans cette aventure ? C'est de se dire, en se mettant une ambition commune, on est fier de ce qui a déjà été fait ces dernières années et qui permet à Grenoble d'avoir eu ce titre de capitale verte européenne. Et deuxièmement, on se fixe un objectif pour 2030 tous ensemble dans lequel chacun a sa part. Voilà, chacun peut agir, chacun se sent contributeur de ce qui est en train de se passer. Et ça a du sens. Et c'est pour ça que le monde économique est derrière, c'est pour ça que les acteurs de la société civile sont derrière, c'est pour ça que ça marche. Nous avançons dans ce dossier main dans la main avec la métropole, la ville de Grenoble bien sûr, mais également le département de l'Isère, l'État qui est à nos côtés là-dessus. Vous avez senti que c'était plus consensuel pour regrouper les collectivités. Oui, parce que ça permet, vous savez, on voit bien le clivage qui est en train de s'opérer et, dans cette fin du mandat d'Emmanuel Macron, qui, le Haut Conseil pour le climat a dit qu'on faisait la moitié de ce qu'on était censé faire en France. Maintenant, c'est le tribunal qui le dit. Nous étions associés à la plainte de Grande-Synthe, donc c'était Grande-Synthe, Paris, Grenoble. Nous avons gagné au Conseil d'État, face à l'État. Là, c'est le tribunal administratif qui dit qu'il faut rattraper le budget carbone qui a été surdépensé. Et qu'il est tout ça est un enjeu. Qui ne met pas de contraintes non plus. Oui, mais enfin, on va dire que ça va être un jugement pour l'honneur. C'est vraiment un virage dans les éléments de justice autour du climat. Pourquoi ? Parce que ce réchauffement climatique, il va peser sur nos vies. Il va peser d'abord sur la vie des plus fragiles. Donc nous devons agir. Et en plus, ça a du sens pour nos activités quotidiennes. Moi, je suis frappé, vraiment, j'ai été frappé dans ce Tour de France de voir cette crise de sens. Il y a une crise sociale, il y a une crise environnementale, mais ça débouche sur une crise existentielle. Les gens, ils veulent savoir pourquoi ils agissent. Et je crois vraiment que là, ça permet de se dire qu'est-ce que je peux faire à titre individuel, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue sociétal. 3/4 de l'effort à faire, c'est des politiques publiques. 1/4, c'est nos actes individuels. Comment le monde du travail s'insère là-dedans ? Là, ça permet de se dire tous ensemble, on a un défi collectif, allons-y, c'est super. Il y a 12 défis, dans 12 catégories, et donc tout le monde peut adopter un défi pour maintenant et puis pour 2030, et ça va nous donner de la visibilité aussi. Il y a également dans le cahier des charges de ce titre de capitale verte européenne, l'organisation de grands événements internationaux. Ça va être quoi ces événements ? Alors, il y en a 3 qui sont un peu séquencés dans le calendrier, parce qu'il y a la cérémonie d'ouverture, où nous aurons... avec Emmanuel Macron, c'est confirmé ? Avec le président de la République, qui en plus sera, à ce moment-là, la France présidera le Conseil de l'Europe. Donc, c'est le semestre, on sait que ça tourne, la présidence européenne. Ouais, ça tombe bien. Donc, ça tombe bien, c'est le 15 effectivement. Et ça permet de mettre un focus, et de se dire que dans tous les changements qu'il y a à faire en France, Grenoble est précurseur et doit continuer à être précurseur. Il y aura comme ça, après on va accueillir vraiment des dizaines d'événements. C'est très riche et puis surtout ça doit partir des habitantes et des habitants. Parce que si on en est là, c'est grâce à tout ce qui a été fait. Et tout ce qui est fait, c'est fait par différentes initiatives. Quand je vois l'énergie qu'il y a pour les chantiers ouverts au public, là, ces chantiers où les habitants se réapproprient un bout d'espace public, pour la végétalisation de la ville, pour les actions de solidarité, quand on voit tout ce qui se maille aujourd'hui, quand on fait des ateliers de redirection écologique, donc on réfléchit à comment on vit à l'échelle d'un quartier et comment on peut faire autrement cet appétit-là, c'est absolument incroyable. Donc ça bouge et plus ça va bouger vite, plus ça sera pertinent pour nos vies, pour nos capacités à vivre aussi, pour l'égalité femmes-hommes.
J'ai passé la soirée samedi avec François Ruffin autour de son film Debout les femmes. Il montre de façon extraordinaire la connexion des questions sociales avec l'ensemble en fait de ce modèle qui est un modèle de prédation. Et donc c'est des choses très concrètes pour nos vies quotidiennes, pour nous et puis pour les générations qui arrivent. Pour moi qui suis père de 4 enfants, évidemment ça interpelle le monde dans lequel ils vont être plongés, dans lequel ils sont déjà plongés. Bon, il y a un site internet qui est en ligne, Green Grenoble 2022, qui permet de recenser les initiatives et d'inciter effectivement la population à s'approprier cet événement. En attendant, Emmanuel Macron, donc le 15 janvier, c'est Barbara Pompili, ministre de l'Environnement, qui sera présente lundi à Grenoble, on va dire, pour le lancement un peu officiel de l'événement. Elle vient de votre camp, Barbara Pompili, elle a longtemps été membre d'Europe Écologie Les Verts. Quel regard vous portez sur son action au gouvernement ? On va essayer de tenir une ligne écologiste à l'intérieur d'un gouvernement qui ne l'est pas, avec un président qui ne l'est pas. Donc, vous l'encouragez, un peu comme Nicolas Hulot, elle est dans le même... c'est la même configuration. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que nous voulons accéder au pouvoir et accéder à l'Élysée ? C'est parce que nous constatons qu'il y a eu 10 ministres de l'écologie en 10 ans. 10 ministres de l'écologie en 10 ans. Donc, ça dit quoi ? Que malgré les bonnes volontés des uns et des autres, en fait, si le cap, ce n'est pas un cap résolument axé sur le climat, la biodiversité et le mode de financement de cette protection du climat et de la biodiversité et les conséquences sociales de cela, et le reste, voilà, on a des ministres qui font ce qu'ils peuvent, qui gagnent quelques arbitrages et qui en perdent sur la ligne générale. Bon, vous l'avez dit, sur ce projet de Grenoble Capitale Verte Européenne, la métropole est partenaire. Visiblement, là, les relations se passent mieux. C'est vrai que sur la qualité de l'air, les déplacements, la gestion des déchets, l'isolation des bâtiments sont des thématiques qui sont portées par la métropole et plus par les villes. Et sur la qualité de l'air, on a un enjeu très fort. Vous l'avez vu, l'OMS a diminué ses seuils, que ce soit sur les oxydes d'azote ou que ce soit sur les particules fines. Qu'est-ce que ça dit ? C'est qu'au fur et à mesure que la science avance et comprend l'impact de ces pollutions sur notre santé, en fait, on se rend compte que l'impact, il est colossal. Donc là, nous avons une responsabilité d'acteurs publics pour agir pour notre santé à toutes et tous. Donc il nous faut avancer là. Il y a quelques jours, Christophe Ferrari, donc le président de la métropole, a inauguré la nouvelle pelouse du Stade des Alpes. On la voit derrière lui. Les travaux avaient débuté au mois de juin. L'ancienne n'aura duré que 2 ans et demi. 2,2 millions d'euros pour une pelouse hybride qui sera également chauffée à ciel ouvert en plein hiver. C'est pas très capitale verte, ça, quand même. Ce qui est, les activités sportives, moi, vous le savez, je suis un fan de sport. Oui, je parlais du chauffage à ciel ouvert. Les activités sportives sont au cœur de nos vies. Et dans ces activités sportives, il y a le sport santé, du sport loisir, du sport de compétition, etc. Mais il y a aussi le sport professionnel. Donc notre chance à Grenoble, c'est que nous avons une cohabitation, et nous avons le stade qui est le plus utilisé de France parce que nous avons fait le choix politique d'avoir le foot et le rugby qui se côtoient dans le même stade. Ça nécessite derrière qu'ils aient l'équipement qui permette cet usage mixte foot et rugby. Je voyais là Thierry Semanaz, vice-président au sport de la métropole. C'est cette ambition-là qu'il faut porter. Et moi, c'est vrai que j'ai été ravi. Là, j'ai eu l'occasion d'aller déjà au stade et puis j'y serai d'ailleurs ce soir pour voir Béziers pour le rugby. J'ai été au hockey déjà. J'attends de la fenêtre de tir pour le foot, mais je vais y aller bien sûr. Il y a du monde au stade. Oui, mais là, c'est votre passion. Pour Bayonne, il y avait 9000. Non, mais c'est un regard politique. D'un point de vue écologique, ça ne vous dérange pas un stade une pelouse chauffée en plein hiver à ciel ouvert? Qu'est-ce qui se passe sinon? On respecte la nature, on ne joue pas quand c'est gelé et puis on attend que les beaux jours reviennent. Ouais, non, mais là, non, mais là, il faut savoir qu'il faut arrêter le championnat professionnel, il faut décaler les dates et dire qu'on finit au mois de juillet. Le Qatar qui va, lui, refroidir, c'est le cas inverse, ces stades. Non, mais là, c'est l'inverse. Le Qatar, on choisit d'aller dans un pays où il n'y a pas les conditions. Nous, on va continuer à pratiquer le sport. On pourrait demander à la fédération sportive de foot ou de rugby de jouer pendant les saisons du printemps ou de l'été où il y a des bonnes conditions. Mais on n'arrive pas à rentrer tous les matchs du calendrier. Je ne suis pas certain qu'en inversant... Non, mais là, ça colle pas. Sauf si vous voulez aller voir des matchs de pro l'été, mais les saisons sont déjà longues. Elles commencent déjà au mois d'août.
Donc, si vous casez là-dessus les événements internationaux, honnêtement, pour n'importe qui s'intéresse un peu à comment on articule un calendrier sportif sur une saison, c'est chaud. Il n'y a pas des masses de temps où nos sportifs peuvent se reposer. Et c'est important aussi qu'ils puissent avoir quelques semaines de break pendant l'été. Et là, ils en ont quasi pas. Le calendrier, il est rempli. Donc la conviction écolo, on la met un peu de côté quand il y a d'autres impératifs. Pourquoi ? Non, mais c'était une question. La solution, sinon, c'est de laisser le machin et de se dire que pas jouer l'hiver, voilà. Vous ne serez pas en mesure de le proposer à la présidentielle, mais ça aurait pu être un... Non, je ne l'aurais pas proposé, là. Franchement, arrêter de jouer au foot l'hiver, je ne l'aurais pas proposé. Pour finir sur le sport, le GF38 qui s'entraîne désormais à la Côte-Saint-André, plus de 50 km de Grenoble tous les jours en voiture pour les nombreux joueurs de l'effectif. Ça, pareil, niveau bilan carbone, c'est pas terrible. Il n'y avait pas vraiment d'autres solutions à proposer à un club professionnel ? Je ne sais pas. Alors, pas sur la ville de Grenoble, c'est sûr, parce que chercher des infrastructures... S'entraîner jusqu'à maintenant à Grenoble, dans le quartier. Oui, mais dans des conditions qui étaient objectivement compliquées. Enfin, pour ceux qui ont été les voir là, dans les équipements qui sont des bungalows dans un état qui était quand même pas fameux, ils cherchaient surtout à développer avec le centre d'entraînement. C'est pas possible, ça pouvait pas se faire là, sur place. Ils ont cherché pendant plusieurs années un site sur la métropole. Il y a un moment, il y a eu quelques projets qui ont eu des touches, pas sur Grenoble parce qu'on est trop dense, à Sassenage, vers Vif, etc. Ça n'a pas pu se faire. Bon, voilà, ils sont en territoire voisin. Allez, on change de sujet. Vous êtes toujours favorable à l'encadrement des loyers, un sujet qui consiste, une action qui consiste en gros à obliger les propriétaires à ne pas louer leurs biens 20% plus cher que le loyer référence arrêté par le préfet. Grenoble et la métropole souhaitaient cet encadrement sur le territoire. L'État a refusé, c'était il y a quelques jours, au début du mois d'octobre, estimant que les loyers n'étaient pas assez chers à Grenoble. Finalement, c'est une bonne nouvelle ? Non, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur. Ils ont choisi l'encadrement dans les endroits où les loyers avaient déjà explosé. Or, je crois que c'est un outil aussi de prévention. Et si on regarde la situation aujourd'hui, il y a quand même la moitié des ménages à Grenoble, la moitié des ménages dont l'effort locatif est supérieur à 40% des revenus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque mois, la moitié des ménages mettent plus de 40% de leurs revenus dans le loyer. C'est colossal déjà. Et il y a 11% des locataires qui ont aujourd'hui un loyer qui dépasse le seuil maximal que nous proposions en termes d'encadrement. Donc ça veut dire qu'il y a 11% des gens qui payent plus que le maximum que nous proposions. Et donc, il y a des conséquences sociales à ce refus. Nous allons, avec la métropole, c'est une compétence métropolitaine, nous allons recandidater dans un format qu'il faut voir, mais il faut trouver une solution. C'est vraiment là... Il ne faut pas attendre que ça explose. Le faire à Bordeaux, une fois que les loyers ont explosé, à Lyon, une fois que le mal est fait. Enfin, voilà, je pense que c'est au contraire maintenant qu'on doit faire de la prévention. Et le logement, une fois qu'on a fait le logement, l'alimentation, les déplacements, nous avons fait les 3 plus gros postes de dépenses des ménages, qui sont aussi les 3 plus gros enjeux climatiques. C'est là qu'on voit la connexion totale entre la question sociale et la question climatique. Logement, alimentation et mobilité, là vous avez les 3 dépenses les plus fortes de tout l'ensemble des familles, et c'est également les 3 enjeux du climat. Donc quand on travaille sur ces sujets-là, on travaille en fait pour le climat et pour la justice sociale. La baisse des loyers, ou en tout cas l'encadrement, reste donc toujours d'actualité. Nous continuerons à batailler là-dessus. L'État a supprimé progressivement la taxe d'habitation ces dernières années. Alors c'est une bonne nouvelle pour les locataires, peut-être moins pour les finances de la ville. La taxe foncière, elle reste à Grenoble une des plus élevées de France. Est-ce que vous avez prévu de la baisser pour accompagner aussi on a besoin de ressources. Cette baisse de la taxe d'habitation... Mais l'État a fait le choix, lui, de baisser la taxe d'habitation. En fait, c'est un cadeau aux plus riches, parce que là, les 20% les plus fortunés de France ont embarqué la moitié du gâteau. Donc les 20%, ils sont partis avec la moitié du gâteau. Les 1%, ils avaient déjà vu l'impôt sur la fortune supprimé. Donc quand on dit Emmanuel Macron qui a favorisé les plus riches de la population, c'est factuel, et ça a été fait encore sur la taxe d'habitation. Parce que ces ressources, aujourd'hui, c'est des ressources en fait, qui manquent pour les politiques publiques. Donc clairement, nous avons là un vrai souci, et aussi un vrai souci d'autonomie fiscale des collectivités, puisque en pratique, l'État, à travers, c'était pareil avant, vous savez qu'on avait une taxe sur les entreprises, ça a été passé, ça c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy, ça a été passé à l'État, et donc l'État il dit en fait, camarades des collectivités, là,
En fait, vous ne prenez pas directement l'impôt auprès des habitantes et des habitants. On prend l'argent, puis on verra combien on vous rend. Alors que je crois que le pays attend un mouvement de décentralisation. Nous vivons un mouvement de recentralisation, alors que c'est sur les territoires que se font les projets. C'est là que c'est grâce à l'énergie du territoire qu'à Grenoble, fin 2002, on produira suffisamment d'électricité, ni fossile ni nucléaire, pour couvrir l'équivalent des besoins de Grenoble. C'est là, donc on voit que pour le climat, pour les politiques tarifaires, sur l'eau, on l'a mis en œuvre. Tout ça, c'est bien à l'échelle du territoire que ça se fait, et c'est là que c'est le plus consensuel. Donc moi, voir ce mouvement de recentralisation, en fait, c'est à l'encontre de la démarche historique en France. Alors, vous parlez des grands projets sur le territoire. Dans l'actualité de ces derniers jours, lundi, il y a eu le lancement de Cosmocité. C'est le nom du futur centre de sciences de la métropole qui abritera notamment un planétarium. L'ouverture est prévue fin 2022, dans le cadre d'ailleurs de Grenoble Capitale Verte européenne, pour un coût d'un peu plus de 10 millions d'euros pour l'instant. Émilie Chalas, à votre place, dénonçait il y a 3 semaines un projet mal calibré, pas assez ambitieux pour attirer une clientèle extérieure, et puis trop cher si ça ne cible que les classes du territoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, on verra. Enfin, la culture scientifique, on est quand même dans un territoire qui vit de sciences, aussi. 60 000 étudiants, des milliers d'enseignants-chercheurs et de chercheurs. Donc, cet outil doit pouvoir trouver sa place. Émilie Chalas, qui était également opposée au projet NERPIC. Alors, vous voulez peut-être la rejoindre sur ces arguments. C'est un centre commercial plus grand que Grand Place, qui verra le jour d'ici 2024 à quelques centaines de mètres de Grenoble, sur le site des anciennes usines NERPIC à Saint-Martin-d'Air. C'est un projet d'actualité, de l'époque, Éric Piolle. Je me suis déjà exprimé sur ce projet à de nombreuses reprises. Pas de façon très claire, parce que David Kéros faisait partie de vos soutiens et c'était compliqué. Je me suis toujours exprimé de façon très claire. Et d'ailleurs, dans mon programme pour l'élection présidentielle... Donc vous pensez que c'est une erreur de faire ce projet ? Une suppression, ça va avoir un impact majeur sur les commerces grenoblois. Bon, le projet de cinéma a été retoqué dans la version qui était proposée là. Nous, ce que nous souhaitons, c'est continuer à vitaliser les commerces de proximité par de la piétonisation, par de la végétalisation, par des accès qui soient en mode apaisé. Et c'est en continuant à fortifier ce commerce de proximité auquel nous sommes attachés, mais auquel les gens sont attachés également. C'est à la fois des compétences, des métiers, mais aussi une histoire. Et puis quand on se balade, on a envie de voir ces commerces-là. Donc il n'aurait pas fallu faire ce centre commercial. Ça me semble anachronique. Voilà, c'est un projet anachronique. Maintenant, il est lancé. Voilà, il est lancé. On verra comment tout cela vit, mais surtout, il faut continuer à vitaliser les pôles commerciaux et continuer à vitaliser le cœur commercial de la métropole. C'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est des milliers d'emplois, et c'est là que ça se passe. Un petit mot sur les mouvements des bibliothèques qui se poursuivent depuis la rentrée, à Grenoble comme dans d'autres villes, contre le contrôle du pass sanitaire. Vous les soutenez, ces bibliothécaires, sur ce sujet ? Oui, j'ai écrit au que la ville, elle les a sanctionnés aussi. Oui, mais pourquoi le retour, avant il y avait des jauges dans les bibliothèques, donc on disait à moins de 50 personnes, pas la peine de faire des contrôles. Tout d'un coup, c'est tombé à 1. Donc il n'y a personne qui comprend pourquoi. Pourquoi, tout d'un coup, vous pouvez vous pointer, maintenant même dans des centres commerciaux, il y a plein de monde, mais par contre, une bibliothèque, ça ne colle pas. C'est comme si vous preniez un risque incroyable, même si vous étiez 5 dans une bibliothèque avec 50 mètres carrés pour vous. Donc la logique est une logique aberrante qui exclut des gens d'un accès à la culture. Or, les bibliothèques, en plus à Grenoble, les bibliothèques sont gratuites, donc c'est un vrai accès à la culture. Donc nous avons écrit au ministre de la Santé dès le mois d'août pour lui dire non, là il faut revenir à juste une question de jauge. On comprend que quand il y a plein de monde, il faille faire quelque chose, mais pour les bibliothèques de quartier, les bibliothèques de réseau, franchement, il n'y a pas besoin. Voilà. Après, nous sommes là, une institution, nous faisons respecter la loi. Et les fonctionnaires, quand ils ne veulent pas, quand il y a quelque chose avec lequel ils sont opposés, ils peuvent se mettre en grève. Donc ça, c'est leur droit. Par contre, ils ne peuvent pas choisir ce qu'ils font dans leur métier. Là, je fais ça, là, je ne fais pas ça, parce que ça ne me plaît pas. Non. Quand on a un problème, on se met en grève. Sinon, on respecte ce qui est la loi. Et la ville respecte ce qui est la loi, même si nous sommes opposés à cette loi, et en l'occurrence à cette démarche administrative qui est aberrante. On le voit bien que c'est aberrant, puisque ça, pour les étudiants, par contre, non.
Ah, c'est sûr. Voilà. Il y a des Pour les chercheurs, non. Donc on se dit, personne ne comprend en fait. Personne ne comprend. Et l'impact, c'est que l'autre jour, j'étais interpellé dans la rue par une dame qui, pour un problème de santé, en plus, n'a pu faire que la première dose de vaccin. Elle était avec sa petite fille, elle n'a pas pu accompagner sa fille à la bibliothèque. Et la petite fille, elle dit, mais pourquoi j'ai pas le droit de prendre des livres? Voilà. Donc après, on travaille avec elle pour permettre quand même l'accès à la culture et voir comment on s'organise, mais c'est des pis-aller. Il faut revenir sur cette règle, elle est absurde. Vous parliez d'Olivier Véran, le ministre de la Santé grenoblois. C'est le prochain maire de Grenoble. On le voit la semaine dernière à la Bastille en train de traire des vaches pendant la descente des alpages. Quel regard vous portez sur son parcours ? Bon, d'abord, on s'apprécie humainement. Ensuite, il faut souligner quand même qu'il a pris sa fonction dans une période extrêmement spéciale, dans des conditions spéciales, puisque vous vous rappelez, tout ça part de l'affaire de Benjamin Griveaux à la mairie de Paris, et de ces vidéos. Voilà. La ministre de la Santé qui s'en va pour être candidate à la mairie de Paris en pleine crise, qui est du délire total. C'est comme si pendant une guerre, puisque c'était le terme employé par le président, il y a le général qui quitte le navire pour devenir sous-préfet parce qu'il y a un sous-préfet qui s'est mal conduit je ne sais pas où. Donc c'est absolument délirant. Donc dans cette phase qui est quand même unique dans l'histoire, je trouve qu'il arrive en termes de communication à être à peu près lisible. Après, il y a des choix. Moi, j'ai soutenu la démarche européenne de vaccination. Des choix que j'ai soutenus aussi, comme l'obligation vaccinale pour les soignants. Et il y a un retard, mais qui, pour moi, n'est pas dû à Olivier Véran, qui est dû au fait qu'il y a un pouvoir décisionnel présidentiel qui a conduit à la gestion de cette crise et qui fait qu'après maintenant plus de 18 mois de crise, nous avons 30 000 morts de plus qu'en Allemagne et ça m'interroge. Voilà. Donc j'aurais pris des décisions plus vite, plus fort, plus localisées, plutôt que d'avoir la même règle pour tout le monde. Réquisitionner les masques, ça fait très longtemps qu'on a oublié un peu tout ça. Démarrer plus vite, puisqu'il a démarré avec plusieurs semaines de retard, mais là aussi c'était avant l'arrivée d'Olivier Véran. Et ce retard successif qu'il y a eu à chaque vague dans la prise de décision qui est devenue autocratique arrivant de l'Élysée, me semble pas avoir été positive. Et après, il y a des choses positives qui ont été faites dans cette crise, notamment ne pas se tirer la bourre entre pays européens pour acheter des vaccins, même si notre demande, nous, c'est que les brevets soient mis de côté et puis qu'on puisse vacciner toute la population. Moi, ce qui m'intéresse, mondial, parce que ce qui m'intéresse, c'est la suite. Là, ça va mieux, tout d'un coup, pouf, on oublie, mais on va avoir des nouveaux variants qui vont arriver. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas donné le vaccin. Accès au vaccin, accès à une production suffisamment forte à l'échelle du monde. Donc on va avoir de nouveaux variants et on peut juste rentrer la tête dans les épaules en espérant que ces nouveaux variants ils ne soient pas trop dévastateurs, que le vaccin marche toujours. Pour l'instant, c'est le cas jusqu'à présent, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, il faut être en prospective. Et puis je n'ai jamais compris pourquoi ces mesures très rigides en fait, sur le pass sanitaire, ça n'avait pas démarré juste par publier les chiffres de quelle est la dynamique épidémique pour les personnes vaccinées et pour les personnes non vaccinées. Ça aurait dû être fait dès le printemps et là aussi, on ne sait pas pourquoi, tout a été mélangé avec cette espèce de bras de fer où les gens ont eu l'impression d'être atteints, privés de leur liberté. On disait finalement, on ne va pas vous obliger à vous vacciner, mais on va tellement vous pourrir la vie au quotidien que finalement vous le ferez de vous-même. Ça me semble pas très sain. Bon, Olivier Véran qui est aussi en campagne, qui se représentera sur sa circonscription de Grenoble aux prochaines législatives. Vous y pensez aux législatives ? Ça pourrait être un projet pour juin 2022 je pense vraiment pas à ça. Je suis dans la campagne d'abord présidentielle de Yannick Jadot et ça me semble important de porter haut tout le travail que nous avons fait pendant ces derniers mois et de contribuer à l'émergence de l'écologie politique pour la première fois dans une élection présidentielle. Et puis les projets du territoire sont importants et là ce qui me préoccupe, c'est les politiques publiques sur les déplacements, l'air, le logement social, tout ce que nous transformons à Grenoble parce qu'il se passe plein de choses positives, y compris avec la métropole. Et puis évidemment cette année capitale verte qui va permettre de donner un élan et de viser 2030. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Éric Piolle, une petite carte blanche, vous aviez envie d'aborder un sujet qui vous tient à cœur ? Oui, que nous avons mis sur la place publique il y a quelques années de cela, autour de la précarité menstruelle.
Vous savez qu'il y a un espèce de tabou autour des règles en France et que maintenant, on commence à en parler. Et donc, nous, Ville de Grenoble, nous portons cela. Voilà, ça, c'est notre communication. Il y a une collecte qui est portée par les associations avec, d'ailleurs, maintenant, de nouveaux partenaires. On avait commencé tout seul il y a quelques années. Maintenant, c'est avec la métropole et l'État également qu'on fait une collecte jusqu'au 31 octobre. Plus de 2 millions de personnes menstruées, évidemment, dans l'immense majorité des femmes, subissent cette précarité menstruelle. Et donc, c'est important de sortir cette espèce de tabou de l'ombre, qu'on puisse agir concrètement. Donc, jusqu'au 31 octobre, avec le planning familial, là, vous pouvez donner dans 50 points de collecte. C'est très important. Et ça contribue à faire changer la culture et cette nécessaire ambition d'égalité femmes-hommes, elle passe par plein de choses qui aujourd'hui écrasent un peu en fait les femmes en plein d'occasions. Nous avons une ambition très forte là-dessus et l'égalité, elle est encore à conquérir, donc il faut partir à la conquête. Très bien, le message est passé. La semaine prochaine, à votre place, on recevra Henri Bell, qui est le président de la communauté de communes du Grésivaudan, collectivité partenaire de la métropole, notamment sur les déplacements ou la gestion des déchets. Le petit jeu qu'on a mis en place cette année, c'est que l'invité du jour pose une question à celui de l'invité de la semaine prochaine. Donc, je vous invite à regarder la caméra et à poser votre question à Henri Bell. Eh bien, cher Henri, toi qui présides donc, ce beau territoire du Grésivaudan, tu le sais, la candidature capitale verte européenne a été une candidature bien plus large que Grenoble et ce titre, il vient rayonner bien plus qu'à Grenoble. C'est sur l'ensemble des territoires et donc c'était la candidature des Alpes. Et donc la question que je souhaite te poser, c'est qu'est-ce que tu souhaites mettre en avant dans ce que vous faites dans le territoire du Grésivaudan dans le cadre de capitale verte européenne pour montrer cette avancée sur les questions qui nous préoccupent autour du climat, de la biodiversité et des questions sociales afférentes. Merci Éric Piolle. Réponse la semaine prochaine avec Henri Bell. Cette émission est diffusée chaque vendredi à 21h15, samedi 13h, dimanche 19h et à voir en replay également sur télégrenoble.net.